Donc, la moyennisation, donc petit 1, la moyennisation, une remise en cause des classes en soi. Alors, vous remarquerez la logique du plan. Dans la partie sur une classe sociale, sur les classes sociales dans les Trente Glorieuses, j'avais également fait ça en 2 points. J'avais dit les ouvriers, c'est une classe en soi, pour diverses raisons, et ensuite c'est une classe pour soi, pour diverses raisons. Là, on va opérer de la même façon, mais pour la remise en cause de la théorie des classes sociales de Marx. On va commencer par dire qu'à partir des années 80, il y a une remise en cause de la classe en tant que classe en soi, déjà. Et ensuite, on verra dans un petit 2 qu'on peut remettre en cause la théorie des classes sociales de Marx dans la mesure où, à partir des années 80, les ouvriers ne constituent plus une classe pour soi. D'accord? Donc on va voir ça en 2 temps. Donc d'abord, ce petit 1, la remise en cause des classes en termes de classe en soi. Au cours des Trente Glorieuses, la société française a connu de profondes transformations économiques et sociales. Ah oui, attendez, ça on l'a déjà fait. Oui, c'est ça. Je devais reprendre ici. Donc durant les Trente Glorieuses, les inégalités économiques se sont réduites. Ça, c'est un fait statistique qui est bien établi. Il y a effectivement une réduction des inégalités économiques. Donc ça se moyennise, les différences de revenus se réduisent, accréditant la thèse d'une moyennisation des conditions de vie de la population. Les ouvriers en particulier voient leur situation s'améliorer et connaissent alors ce que l'on a appelé, ce que certains chercheurs ont appelé une déprolétarisation. Rappelez-vous, les ouvriers, on les appelle les prolétaires dans l'analyse marxienne, et forcément, si ces derniers gagnent en confort de vie, eh bien, ils s'éloignent de leurs conditions prolétaires. Donc, ils se déprolétarisent. Donc, assez rapidement, certains chercheurs ont parlé de déprolétarisation, peut-être de manière un peu hâtive au passage. Donc, plusieurs idées. En premier lieu, donc là, on va faire la liste des arguments qui montrent qu'il y a une amélioration des conditions de vie des ouvriers et qui fait que il y a une moyennisation des conditions de vie. En premier lieu, les différents groupes sociaux, en particulier les plus modestes, ont connu une amélioration de leur rémunération, première idée, on va voir ça, et une amélioration de leurs conditions de travail. Rappelez-vous, on avait dit dans des vidéos précédentes que un des points communs des ouvriers, c'était d'avoir des conditions de travail difficiles. Là, il y a une amélioration des conditions de travail. Voilà, allons-y. En effet, les conditions de vie précaires, qui étaient le propre du monde ouvrier, ont tendance à s'améliorer. Les ouvriers connaissent des hausses régulières de leur salaire durant les Trente Glorieuses, grâce aux gains de productivité permis par l'organisation tayloro-fordiste du travail. Alors, bon, je m'arrête 2 secondes parce que c'est pas rien, je dis ça en une seule phrase, mais c'est des choses que vous devez déjà avoir vues, en histoire géo notamment. L'idée, c'est que durant les Trente Glorieuses, on l'a même vu concernant les inégalités, que durant les Trente Glorieuses, les salaires des ouvriers augmentent. Ils augmentent régulièrement. Donc cela s'explique par le fait que les ouvriers sont de plus en plus productifs durant cette période. Ils sont plus productifs, ça veut dire qu'ils génèrent de la valeur ajoutée de plus en plus, de telle sorte que on peut, entre guillemets, les employeurs peuvent se permettre d'augmenter les salaires des ouvriers parce que ces derniers produisent tellement plus de richesses chaque année que même les profits progressent en même temps. Donc ça, c'est vraiment gagnant pour les deux côtés. C'est parce qu'il y a des gains de productivité qu'on peut se permettre d'augmenter les salaires, parce que les profits augmentent en même temps. Donc les ouvriers sont gagnants dans cette histoire, puisque leur salaire augmente. Et pourquoi sont-ils plus productifs? Pourquoi y a-t-il des gains de productivité? Eh bien, c'est parce qu'il y a une innovation en matière d'organisation du travail à cette époque. Alors ça commence d'ailleurs dans les années 30, mais bon, il y a eu la coupure de la guerre, mais dès les années 30, et notamment aux États-Unis, on met en place une nouvelle façon d'organiser la production dans les entreprises industrielles, on entend. Et c'est ce que l'on a appelé le tayloro-fordisme. Tayloro-fordisme parce que on met en place un certain nombre de principes qu'a formalisé Frederick Winslow Taylor, qui est donc l'inventeur de ce qu'on a appelé le taylorisme. Je ne vous réexplique pas en quoi ça consiste, le taylorisme, mais c'est l'idée que on va rationaliser la production, on va réfléchir très très sérieusement
à gagner du temps, à essayer de faire en sorte que la production soit le plus efficace possible. Donc c'est pas au programme, mais ça existait le taylorisme, et normalement vous en avez déjà entendu parler. Le Fordisme, c'est une organisation du travail qui va venir compléter le taylorisme, qui se caractérise notamment par la mise en place des chaînes de production. C'est plus l'ouvrier qui va se déplacer, qui va se déplacer avec ce qu'il est en train de fabriquer, c'est le produit qu'il doit fabriquer qui se déplace sur une chaîne de montage, et l'ouvrier lui reste à une place fixe, et la plupart du temps doit accomplir les mêmes tâches de manière répétitive et pour une durée très courte. Voilà, il est soumis à une pression très intense dans le cadre de son travail euh, avec cette organisation de la production. Mais ça a le mérite, quoi que l'on en dise, d'avoir augmenté la productivité pour tout le monde. Bon, et du coup, voilà, le deal hein, entre les ouvriers et les patrons, c'était que très bien les ouvriers, vous avez des conditions de vie difficiles et de travail difficiles, mais comme on gagne en productivité, on va vous redonner une partie de la richesse que vous créez, de telle sorte que vos salaires augmentent. Donc voilà ce qui se passe pendant les 30 Glorieuses. Donc au début, c'est pas très sensible, mais petit à petit, on va en parler tout à l'heure, bah, cette augmentation de salaire permet aux ouvriers, effectivement, de gagner en confort de vie. Alors j'en dis pas plus puisqu'on en parle après. Bon, je reprends ici. Par ailleurs, dès 1945, les ouvriers connaissent des progrès importants en matière de protection contre les risques de la vie, avec la mise en place, contre la volonté du patronat, il faut le rappeler, hein, c'est quelque chose qui a été imposé au patron, hein, les patrons ne voulaient pas, la mise en place de la sécurité sociale. Apparaissent également, alors la sécurité sociale, j'en ai déjà un peu parlé plus haut, hein, mais voilà, rappelez-vous, c'était faire en sorte de protéger les ouvriers les uns les autres hein, par des cotisations sociales contre les risques de la vie, c'est-à-dire des événements qui, s'ils vous arrivent, vous empêchent de travailler et donc de gagner votre vie. Donc ça, c'est un gain en matière de confort de vie, hein, de se dire que, bon, ma foi, si on tombe malade, on n'est pas condamné à devenir mendiant. Donc c'est quand même une amélioration considérable du niveau de vie. Donc ça, c'est la sécurité sociale. Apparaissent également les premiers comités d'entreprise. Bon, voilà, le comité d'entreprise qui permet d'obtenir d'autres avantages pour les salariés. Les délégués du personnel et les conventions collectives. Alors les conventions collectives, hein, toute petite remarque pour votre culture générale, c'est les conventions collectives, ça désigne des textes de droit, hein, des textes juridiques qui concernent des aménagements du droit du travail. Donc ça consiste à permettre à certaines usines, moyennant une négociation entre les employés, les ouvriers et les patrons, d'avoir des conditions de travail encore plus favorables que le minimum prévu par le droit du travail. D'accord? Et ça, c'est indiqué dans les conventions collectives. Bon, ça a été très remis en cause il y a 2-3 ans par certaines lois, mais le principe était celui-ci en tout cas. Les conventions collectives sont là pour, comme on dit, déroger, ça veut dire sortir du cadre légal habituel. Hein. On va déroger au droit du travail pour proposer des conditions meilleures pour les salariés. Parce que précisément les salariés, tout le monde a bien compris qu'ils sont dans une position de faiblesse dans l'entreprise puisque ils ne sont pas toujours propriétaires, ils sont dans une relation de subordination vis-à-vis de leur employeur. Voilà, tout un tas de choses qui font que dès qu'on peut changer le droit du travail, c'est pour favoriser forcément le salarié. C'est ça la logique. Je referme la parenthèse. Ça, les conventions collectives. Le statut du salarié est consolidé par le développement du droit du travail. Donc, ça veut dire que on va protéger le salarié avec des règles juridiques contre d'éventuels abus de pouvoir du patron. Donc là, c'est pareil, hein, on ne peut pas trop s'épancher, mais voilà, le salarié est protégé de par son statut de salarié par la loi. Le patron ne peut pas lui faire faire n'importe quoi dans n'importe quelle condition, sans respecter les règles de droit. Et si jamais le patron outrepasse les règles du droit du travail, il peut être emmené au tribunal des prud'hommes par le salarié et être attaqué en justice. Donc tout ça n'est possible que si vous avez un droit du travail qui est développé, qui est protecteur. C'est pour ça que souvent des économistes ou des hommes politiques critiquent le droit du travail comme étant un gros texte très lourd avec plein de pages, en oubliant que c'est bien normal que le texte est épais et où il y a plein de pages, parce que précisément il s'agit de protéger le salarié.
Un droit du travail où il n'y aurait pas beaucoup d'articles et pas beaucoup de pages, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de protection pour les salariés. Donc c'est pas une fin en soi d'avoir un petit droit du travail. Bon, je referme la parenthèse. Donc enfin, donc protecteur et s'impose à cette période, durant les 30 Glorieuses, la norme du contrat à durée indéterminée et à temps plein. Donc ça, c'est quelque chose qui mérite d'être précisé et qui montre que c'était une époque très différente de maintenant. Durant les 30 Glorieuses et jusqu'à la fin des 30 Glorieuses, la norme d'emploi, c'est le CDI. Ça veut dire que quand on vous propose un travail, c'est forcément un CDI. Donc, un travail qui, si vous êtes embauché, vous ne pouvez pas vous faire licencier, à moins de faire une grosse bêtise. D'accord? Donc, on ne vous propose pas des petits contrats à droite à gauche, ce qu'on appelle des formes atypiques d'emploi, on va en reparler plus tard. On vous propose que des CDI. Et pas des temps partiels, hein, pas des 15 heures ou quoi. Des 30, alors c'est plus de 35 heures à l'époque, mais voilà, 40 heures. Donc, c'est des contrats qui vous rapportent un vrai salaire, qui vous permet de vivre. Donc tout ça fait que, effectivement, durant cette période, les ouvriers accèdent à des meilleures conditions de travail et de rémunération. Alors, exemple. Par exemple, les inégalités de salaire, après s'être accrues pendant la première décennie d'après-guerre, bon ça, c'est pas grave, se réduisent fortement. Le rapport interdécile, RID, donc ça faut revoir ce que c'est qu'un rapport interdécile, hein, on l'a fait en module, des salaires passent de 3,3 au début des années 1950 à près de 4,2 en 1965, donc là c'est l'augmentation que je viens de préciser, avant de progressivement baisser, jusqu'à atteindre 3,2 environ, d'après les travaux de l'économiste Thomas Piketty. Donc là on a bien la preuve statistique qu'il y a une réduction des inégalités de revenus, puisque le rapport interdécile entre les plus riches, c'est-à-dire le moins bien payé des 10% les plus riches et le mieux payé des 10% les plus pauvres, le coefficient multiplicateur qui relie ces deux valeurs, il est passé de 4,2 en 1965 à 3,2 aujourd'hui, quoi, ou dans les années 80. Donc, de toute façon, on est dans le graphique, hein, vous voyez, 3,2, donc on est là, quoi, 95. De toute façon, la période postérieure ne nous intéresse pas vraiment, puisque la moyennisation, c'est surtout les années 80-90 qu'elle est très, très, très en vogue. Donc, on voit là une preuve statistique qu'il y a bien une moyennisation au niveau des niveaux de vie et des rémunérations. Alors, remarque, durant toute la période, les salaires des ouvriers augmentent. Alors effectivement, il ne faudrait pas se tromper, les salaires des ouvriers augmentent, mais la question c'est, est-ce qu'ils augmentent plus ou moins vite que le salaire des mieux payés? C'est comme ça que les inégalités se réduisent, hein. C'est quand la hausse des salaires des plus pauvres est plus rapide que la hausse de salaire des plus riches. Donc c'est ce que j'ai écrit, hein. Si parfois le rapport interdécile augmente, c'est parce que les salaires des mieux payés augmentent plus vite que celui des moins bien payés. Et si le rapport interdécile diminue, c'est parce que le salaire des moins bien payés rattrape celui des mieux payés. Il augmente plus vite. Voilà comment on peut expliquer l'évolution du rapport interdécile. Il ne faudrait pas croire que les salaires restent stables et que un jour le salaire des pauvres augmente et donc ça diminue le rapport, ou alors un autre jour c'est le salaire des riches qui baisse. C'est à tous les jours les salaires augmentent progressivement, mais certains augmentent plus vite que d'autres, ou plus rapidement. Donc ça fait que l'écart se réduit. Donc deuxième argument maintenant. Après l'argument des conditions de travail qui sont améliorées et des conditions de vie, qu'on peut même réunir en un seul et même argument, là j'ai un petit peu exagéré en les séparant d'une certaine façon, bon, on peut les fusionner, hein. Donc là maintenant, deuxième véritable argument. En second lieu, les différents groupes sociaux ont connu une convergence, hein, une erreur, une convergence de leur niveau d'équipement et une homogénéisation de leurs conditions de vie matérielles. Donc là, c'est la conséquence logique de ce qu'on vient de dire dans l'argument précédent. S'il y a une augmentation des rémunérations, cela permet aux ouvriers d'accéder à la consommation de biens. Et donc, d'atteindre une certaine homogénéisation de leurs conditions de vie. Ils vont tous avoir, plus ou moins,
les mêmes conditions de vie que le reste de la société. En effet, les progrès en matière de rémunération se traduisent par des gains très importants de pouvoir d'achat. Très bien. Les ouvriers, autrefois soumis à des conditions de vie précaires, accèdent désormais à la propriété. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Les ouvriers ne pouvaient pas accéder à la propriété de leur logement, ou alors ils avaient des logements vraiment très vétustes. Là, les ouvriers, progressivement, deviennent propriétaires. C'est tout à fait nouveau. Ils accèdent également à la consommation de masse, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à s'équiper en biens de consommation. Ils découvrent de nouveaux loisirs. Ça, c'est pareil, quelque chose qui était tout à fait inconnu de la classe ouvrière avant la fin des Trente Glorieuses, ou on va dire avant avant cette phase de moyennisation, c'est les loisirs de vacances. C'est les premières périodes où les ouvriers commencent à partir en vacances à la mer. C'est tout à fait nouveau. Notamment grâce à la troisième semaine de congés payés obtenue en 1956. Donc vous voyez comment tout se tient, hein. Si les ouvriers découvrent les loisirs, c'est parce que au niveau de leurs conditions de vie, quelque chose a changé. Ils ont des congés payés. Avant, les ouvriers, ils n'avaient pas de congés payés. Ils travaillaient toute leur vie et puis c'était tout. Et éventuellement, ils avaient une petite retraite et puis après, ils mouraient. Mais les congés payés, ça n'existait pas. Il n'y a pas de vacances. Donc en 1956 apparaît la troisième semaine de congés payés, c'est-à-dire que là, les ouvriers ont du temps libre tout en étant rémunérés pour pouvoir partir en vacances. Donc ça, c'est vraiment c'est quelque chose de très nouveau. Et plus globalement, les plus modestes accèdent à un certain standard de vie commun à la grande majorité de la population. Donc là, c'est vraiment l'idée que, avec ces revenus nouveaux, supplémentaires, tout le monde se met à avoir un même niveau de consommation. C'est en cela qu'on peut parler de moyennisation, c'est qu'il n'y a plus les ouvriers très très pauvres et la bourgeoisie qui peut se payer le luxe, entre guillemets, d'avoir des loisirs, d'être oisive, de voyager, voilà. C'est tout le monde qui, désormais, a les mêmes centres d'intérêt, les vacances, la consommation, les loisirs, et ainsi de suite. Alors exemple, par exemple, de nombreux ouvriers parviennent à devenir propriétaires de leur logement, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à acheter une voiture, ça c'est pareil, c'est extrêmement nouveau pour l'époque, hein. Privilège jusque-là réservé à la bourgeoisie, les ouvriers se déplaçant à pied ou en mobilette. Effectivement, les voitures, c'était avant tout un bien de consommation réservé à la bourgeoisie, parce que très très cher à l'achat. Vous ne pouviez pas vous payer une voiture. Donc les ouvriers se déplaçant à pied ou en mobilette. Je reprends ici. Et investissent dans des équipements modernes, c'est-à-dire que les ouvriers commencent à acheter une télévision, machine à laver, réfrigérateur, euh, lave-linge, donc tous ces biens de consommation qui par ailleurs sont les biens de consommation que les ouvriers fabriquaient à l'usine, hein, eh bien ils peuvent se les acheter. Ils accèdent donc à la consommation de masse. Ils découvrent pour la première fois les loisirs de vacances, donc là j'illustre l'idée qu'ils découvrent les loisirs en partant à la mer. Environ 8 millions de personnes partent en vacances à la fin des années 1950. Cette valeur double durant les années 1970. Donc là, vous voyez bien qu'il y a une frange de la population qui accède à un nouveau loisir qui est les vacances. Une petite image d'archive, voilà, c'est les vacances. Premières vacances à la mer. Donc pour le sociologue Henri Mandras, on va en reparler tout à l'heure, l'exemple du barbecue est caractéristique de cette homogénéisation des pratiques de consommation. Donc Henri Mandras, dans un de ses livres fin des années 1980, qui s'appelle La Deuxième Révolution française, fait une description d'une pratique qui est désormais, ou en tout cas qu'il considère comme étant transclasse, c'est celle du barbecue. Il considère que finalement, qu'on soit ouvrier ou bourgeois, le barbecue, tout le monde aime ça. Et que donc, même si c'est pas exactement organisé de la même façon, l'idée est de participer à ce rituel qu'est le barbecue. Et donc, ça voudrait dire, selon lui, que les frontières de classe s'estompent au profit d'un mode de vie commun à tout le monde. Bon, c'est ce que je dis ici de manière plus rédigée, hein. Il avance que même si l'organisation de ce rituel est différente selon les milieux sociaux, en bas d'une tour HLM pour les uns, dans un petit jardin d'une maison de ville pour les autres, tous ces milieux ont en commun d'avoir le même rituel au beau jour. Finalement, ces différentes avancées conduisent à un éloignement, donc là ça c'est la synthèse de ce qu'on vient de dire, ces différentes avancées en matière de niveau de vie conduisent à un éloignement des ouvriers de leur mode de vie antérieur.
Certains sociologues parlent même d'un embourgeoisement de la classe ouvrière. Donc là, certains sociologues qui, comment dire, peut-être encore une fois de manière un peu hâtive, considèrent que tout ça parce que les ouvriers deviennent propriétaires de leur maison, ça y est, c'est des bourgeois. Bon, ça mérite d'être relativisé, et d'ailleurs ça a été critiqué par d'autres chercheurs. Donc, on parle d'un embourgeoisement de la classe ouvrière, qui profiterait d'un nouveau mode de vie, celui de la classe moyenne. Les classes en soi seraient donc remises en cause, dans la mesure où l'on ne peut plus parler dans la société, on ne peut plus repérer plutôt, pardon, dans la société des groupes dont les niveaux de vie et les modes de vie sont radicalement différents. Ce qui était le cas durant voilà, le début des Trente Glorieuses, hein, où là on repérait des différences très nettes en matière de mode de vie entre les groupes sociaux. Alors, je fais une parenthèse et après je vais couper la vidéo pour reprendre ici, mais bon, vous constaterez que parfois je dis des choses qui se passent un peu en même temps, hein. Dans les Trente Glorieuses, c'est à la fois une époque où la classe ouvrière est très visible et très marquée, mais c'est aussi en même temps la période où commencent à se développer justement les améliorations de ces conditions de vie. Donc, si vous voulez, les classes ouvrières sont vraiment très nettes au début des Trente Glorieuses, puis à mesure que les décennies passent, eh bien, leurs conditions de vie s'améliorent, jusqu'à ce que, dans les années 80, on regarde de nouveau la classe ouvrière en se disant, bah tiens, dis donc, elle a changé, ils sont devenus propriétaires, il y a des choses qui se sont passées. Donc, il ne faut pas vous étonner si parfois, au niveau de la chronologie, ça se superpose un peu, c'est parce que tout se passe en même temps. Ça ne se passe pas d'un coup, mais les phénomènes sont entremêlés. Donc, mais c'est toujours à partir des années 80 que vraiment là, l'idée de moyennisation devient vraiment dominante. Mais tout ça se prépare à partir des années 60-70 naturellement. Parce qu'il faut un certain temps pour que les niveaux de vie augmentent. Donc voilà, j'arrête la vidéo et je reprends juste après pour parler de la seconde transformation qui justifie de parler d'une moyennisation de la société.